Ismaël Dupont. Présent. Merci. Nathalie Barnet, pouvoir à Laetitia Tosser. Oui, présente. Merci. Yvon Laurence. Alors, un problème de connexion, on va le faire rappeler immédiatement. Valérie Scatolin, que j'ai vu. Présente. Merci. André Laurent, que j'ai vu également. Présent avec un pouvoir pour Françoise Keinec. Merci. Pouvoir, on verra à l'appel de son nom. Laetitia Tosser. Oui, présente. Frédéric Laminotte. On va le rejoindre immédiatement. Jérôme Plouzen, que j'ai vu. Présent. Donc Françoise Keinec, pouvoir à André Laurent. André Laurent, que j'ai vu, il redit oui. Exact. Oui. Patrick Gambache, ici présent. Présent. Marie-Françoise Madec, que j'ai entendu précédemment. Présente. Présente. Patricia Stéphan, que j'ai vu. Présente. Amada Zoubeiri. Présent. Merci. Élise Kérebel. Que l'on n'a pas ici présente. Catel Salazar. Présente. Henri Merlin. On va immédiatement le contacter. Edith Fer. Présente. Bonsoir Edith. Élodie Postolek. Présente. Bonsoir. David Guillaumard. Présent. Christelle Breton. On voit Christelle Breton à l'écran. Elle nous dit qu'elle est présente, mais le micro ne marche pas visiblement. Présente, Ghislain Guingamp. Présent. Merci. Maëla Burlot. Présente. Merci. Jolane Faucheur. Présent. Eugène Davillers-Caradec. Présent. Présent. Agnès Lebrun, nous la voyons à l'écran, bonsoir. Présente. Merci. Jean-Charles Pouliquin. Alors Jean-Charles est présent, il en fait part par le biais du chat. C'est bien reçu, Jean-Charles. Il y a visiblement une question de micro qui se pose. Annie Piriou, que nous avons vu également. Bonsoir Annie. Georges Oregan, pouvoir à Charlotte Julie. Présente. Charlotte Julie, présente. Christophe Stewart, pouvoir à Marie Galouedec. Marie, que nous avons vue. Marie. Oui, Allô Marie, on t'entend. Eh ben, j'ai plus l'image, mais j'ai le son. Ah. Donc, On t'entend bien, Marie. Merci. Donc il nous reste quelques personnes à recontacter. Les services seront vigilants s'ils se connectent à clairement les identifier. Il y a ici également connecté Fabien Lebrun, Louisa pour les services. Et nous avons le plaisir pour la première fois durant nos travaux, vous ne la voyez pas, elle est torchant de ma caméra, d'accueillir Clara-Marie Léon, qui a été embauchée au cabinet du maire, et j'espère que nous pourrons reprendre rapidement et dès le mois de décembre nos travaux en présentiel afin que tout le monde puisse se rencontrer. Merci encore d'accepter ces conditions de conseil municipal particulières pour un certain nombre d'entre vous. Nous les avons vécues lors du conseil communautaire qui s'est réuni lundi. Permettez-moi d'être un peu insistant sur les consignes. N'hésitez pas à demander la parole et pour que l'audition soit la plus aisée pour l'ensemble des participants, je vous demande une nouvelle fois de ne pas hésiter à laisser vos micros fermés.
Nous allons pouvoir commencer nos travaux avec l'information préalable des attributions déléguées qui vous ont été transmises. Je les survole rapidement. Adhésion de la ville aux organismes d'intérêt municipaux, l'AMF 29, Vigipol, Villes et Villages Fleuris pour les dernières signées. Demande de subvention de toute nature auprès de l'État. Cela permet que je puisse signer le dépôt de toutes les demandes de subvention. Il y en a en cours DSIL et DETR à l'heure actuelle. La troisième pour les travaux de remplacement des gardes-corps Place Allende. Les travaux devraient être finis d'ici la fin d'année, en l'espérant, en tout cas bien débuter d'ici la fin de l'année. Il y en a pour 66 990 €. Des travaux de déconstruction de biens immobiliers appartenant à la ville. Ce sont des sites où les options sont levées dans le cadre du projet qui a été voté du terrain synthétique à Quatsero. Se poursuit par le matériel numérique et de réalité virtuelle de la ville de Morlaix. C'est pour la plateforme dont vous savez maintenant le nom puisqu'il s'appelle La Virgule, rue de Paris pour 64 000 €. Un avenant, et vous en êtes informé, de contrôle et de vérification des équipements sportifs avenant de 140 € pour des équipements complémentaires au marché. Des travaux de protection contre les éboulements rocheux route de Paris, notamment sur la falaise de la route de Paris pour un montant de 3 389 €. Et la fourniture de mobilier pour la plateforme culturelle qui ouvrira en tout début d'année prochaine. Je regarde s'il y a... Avez-vous des questions sur ces attributions déléguées? Nous allons pouvoir... Je regarde. Il n'y en a pas visiblement ni dans le chat et nous surveillons si certains d'entre vous nous font signe. Nous allons pouvoir continuer par l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 24 septembre. Alors je vais pour... l'organisation du vote, je précède un peu la délibération suivante, mais je vais faire un appel s'il y a des commentaires sur le compte-rendu de ce conseil municipal. Nous surveillons et le chat et les vidéos des participants connectés. Il n'y a visiblement pas de commentaires, donc je vais appeler, y a-t-il des oppositions à l'adoption de ce compte-rendu? Nous surveillons et le chat et l'ensemble des retransmissions vidéo. Il n'y a pas d'abstention. Y a-t-il des oppositions à l'adoption de ce compte-rendu? Nous surveillons et le chat et les retransmissions vidéo. Il n'y a pas d'opposition non plus. Le compte-rendu est réputé adopté à l'unanimité. Chers collègues, avant de se connecter, un certain nombre d'entre nous devaient être connectés sur l'intervention du Premier ministre et des différents ministres qui l'accompagnaient dans le cadre du point d'étape qu'il avait prévu à la mi-confinement, deuxième mouture en cette année 2020. Le Premier ministre nous a fait part qu'il y avait des indicateurs qui s'amélioraient, mais que la situation était encore critique sur un certain nombre d'indicateurs sanitaires et qu'il ne fallait pas relâcher les efforts du confinement. Et il n'a donc pas annoncé de mesures complémentaires, de nouvelles restrictions, mais il n'a pas non plus, il n'est pas non plus revenu en arrière sur aucune des mesures qui s'appliquent depuis désormais une quinzaine de jours. C'est dans ce contexte, depuis le 29 octobre, que nous sommes dans une nouvelle phase de confinement. Mais qu'à l'inverse du confinement que nous avons vécu au printemps, le décret qui en fixe les conditions, le décret 2020-1310 et les déclarations préalables du Premier ministre nous avaient engagés
comme il le fait encore ce soir, à maintenir l'économie tant que faire se peut active, malgré que certaines entreprises, artisans et commerces soient fermés administrativement, et pour accompagner ceci, de rendre nos services publics accessibles en organisant la poursuite de toutes nos activités, mais le télétravail quand celui-ci est possible. Je me dois remercier les services de la ville d'avoir identifié ces derniers jours l'ensemble des postes compatibles avec le télétravail et ainsi de pouvoir organiser le travail à distance dans la collectivité. Dès le vendredi 30 octobre, à l'issue des déclarations du Premier ministre, nous avons réuni les organisations syndicales afin d'informer les personnels sur les modalités d'organisation retenues pour assurer la continuité des missions de la collectivité. Le dialogue social s'est poursuivi le mercredi 4 novembre et le prochain rendez-vous est fixé dès lundi avec les représentants des syndicats et du CHSCT. Je remercie également les élus du conseil municipal, tant de la majorité que de l'opposition, qui ont fait connaître leur disponibilité s'il s'avérait nécessaire de déployer des capacités complémentaires d'accompagnement des Morlaisiens et également de nos services. Un numéro vert est actif depuis le lundi 2 novembre et les Morlaisiennes et les Morlaisiens inscrits sur la liste des personnes isolées ont été contactés individuellement par les services de la ville. Des créneaux de rendez-vous ont été dédiés aux situations générées par ce nouveau confinement pour pouvoir les traiter le plus rapidement possible. Et les mesures complémentaires seront envisagées dans les jours à venir, tant auprès des habitants que des acteurs de l'économie locale, auprès de Morlaix Communauté et également du Conseil régional de Bretagne. Pour accompagner les mesures de confinement, nous avons donc fait ce choix de ce conseil municipal en visio. Et dès lors, pour la bonne tenue de celui-ci, il nous faut, comme nous avions pu le faire lors du premier confinement, définir les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats du scrutin. Malheureusement, cette année, c'est la deuxième fois que nous devons analyser une délibération. Elle avait été adoptée, mais au vu du renouvellement de l'Assemblée, celle-ci vous est reproposée. Et donc, considérant ce deuxième confinement, il vous est proposé que les modalités d'identification suite à puissent se faire par un appel nominal que nous venons d'effectuer. L'ensemble de nos débats est enregistré par un logiciel de captation. S'il s'avère que la captation, mais je n'en doute pas, les services informatiques sont mobilisés, est satisfaisante, elle pourra être, comme d'habitude, mise à disposition du public. Et enfin, pour les modalités de vote, vous avez deux possibilités de nous faire savoir quand vous voulez soit vous opposer, soit vous abstenir. C'est les deux votes que, de manière tout à fait classique, j'appellerai avant de réputer les autres votes acquis à l'accord de la délibération. Je le répète, soit par le biais du chat, si vous avez la moindre difficulté pour parler avec des micros qui ne seraient pas connectés, soit évidemment en prenant la parole, nous prendrons le temps nécessaire à ce que chacun puisse intervenir au moment des votes. D'ailleurs, la première adoption de cette délibération, je vais vous demander s'il y a des commentaires sur cette délibération que nous adoptons pour la deuxième fois cette année. Je regarde s'il y a des prises de parole par le chat ou alors par le biais des captations vidéo. Il n'y en a visiblement pas. Je soumets cette délibération à votre vote.
Y a-t-il des abstentions? Donc nous vous laissons le temps d'intervenir sur le chat si nécessaire, ou de vous demander la parole. Il n'y a pas d'abstention. Y a-t-il des oppositions? Idem, de la même façon, utilisez la fonction de chat ou prenez la parole pour les oppositions. Et cette délibération... La parole, pardon. Pardon. J'ai levé la main, je ne sais pas si ça se voit. Elle ne s'est pas vue. Agnès Lebrun, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de l'opposition, saluer l'ensemble des services qui, pour la seconde fois, subissent cette lourde charge de travail supplémentaire et surtout une organisation tout à fait inédite, quoique pas tout à fait, puisque vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs qui ont fait leurs preuves et que vous avez à juste titre repris, en particulier concernant l'aide aux plus fragiles et le dispositif roule-panier que vous avez utilisé et élargi, qui fonctionne bien, hein, puisque nous en avions fait le constat. Mais en plus de saluer les services, et tout particulièrement les services sociaux naturellement, je souhaiterais exprimer plus fermement mon soutien et notre soutien au commerce de proximité, à l'économie de proximité. Et au-delà de ce que vous avez souhaité mettre en ligne, c'est-à-dire l'ensemble des commerces qui sont ouverts, avec quelques erreurs qu'il faudra veiller à corriger d'ailleurs, je me demandais dans quelle mesure vous aviez l'intention, l'idée de mettre en place d'autres dispositifs, puisque à l'instar de beaucoup d'autres villes, d'autres dispositifs peuvent être mis en place. L'économie de proximité est très touchée, on le sait. Les commerces de proximité sont portés de jugement sur la décision de l'État de garder fermés certains commerces qui ont été dits non essentiels, assez maladroitement d'ailleurs, parce que qui revendiquerait de tenir un commerce non essentiel, évidemment, c'est extrêmement maladroit, au moins du point de vue sémantique. Et dans mon propos, il ne s'agit évidemment pas d'opposer la grande distribution et les commerces de proximité. C'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, il est de donner un peu plus de justice à des commerces qui ne peuvent plus travailler, tout simplement, et qui ne peuvent plus vendre des produits de première nécessité, ou des produits en tout cas qui sont accessibles via la grande distribution. Or, un certain nombre de collectivités ont pris des décisions très utiles, très efficaces pour apporter un soutien, pas seulement financier d'ailleurs, au commerce, par l'installation, la mise à disposition de services de ville, de services municipaux, comme des plateformes de collecte d'adresses, comme des plateformes de collecte de prise de rendez-vous, par exemple, comme des locaux municipaux mis à disposition pour que le commandé emporté, qui vaut mieux, à mon avis, privilégier au click and collect, qui parle à quelques-uns mais pas à tout le monde. Commander emporté, tout le monde comprend. Et en plus, c'est français, donc ça tombe bien. Il y a dans beaucoup de collectivités des mesures qui ont été prises, et pas loin de chez nous d'ailleurs. Par exemple, à Pont-l'Abbé, il y a des exemples que l'on peut prendre. Et je m'étonne du silence absolu concernant ces commerces de proximité et ce qu'il est possible de faire. Alors, avez-vous travaillé ce sujet? Avez-vous l'intention de le faire? Qu'avez-vous l'intention de mettre en place, sachant qu'il y a des choses très simples que l'on peut adapter évidemment à la situation morlaisienne? Merci Madame Lebrun. Une réponse en plusieurs points. Tout d'abord, concernant les services. Il est vrai que nous avons repris un certain nombre de dispositifs qui existaient et que nous renforçons dans cette période particulière. Mais je remercie une nouvelle fois particulièrement les services, puisque ces derniers jours, nous avons identifié l'ensemble des fonctions qui pourraient faire l'objet d'un travail en distance qu'on appelle entre guillemets, télétravaillable. Et que ce dispositif, il a été fait ces derniers jours pour nous permettre d'organiser ce confinement en nouvelle phase, puisque là, nous n'avons pas recours à l'autorisation de suspension administrative qui nous aurait permis d'arrêter un certain nombre de fonctions et de donner une position légale à des fonctionnaires qui auraient été non pas renvoyés chez eux, mais tenus éloignés du travail, sans possibilité d'organisation du travail
nous l'avons tous bien compris dans les propos du Premier ministre, ce n'était pas l'option qui avait été retenue et donc cette nouvelle option a fait l'objet d'une identification très fine, agent par agent, des possibilités d'organiser le télétravail ou pas. Nous nous sommes rendus compte à cette occasion qu'effectivement la collectivité est une collectivité extrêmement opérationnelle du quotidien des habitants, puisqu'il y a environ 20%. C'est la moyenne à l'heure actuelle du télétravail qu'ont organisé les entreprises, des postes qui sont dans la mairie télétravaillables, soit très exactement 72 postes. Sur ces 72 postes, il nous fallait les disponibilités en matériel pour organiser le télétravail et nous avons, suite à une commande complémentaire et dans un travail très fin d'organisation également du suivi du télétravail par l'encadrement de premier niveau, pu mettre à disposition les équipements qui créent les conditions du télétravail pour 53 agents qui, dès lors, à partir de cette semaine, partent en télétravail de manière très organisée. Et je remercie une nouvelle fois, et là plus particulièrement l'encadrement qui a aussi pris en charge les risques psychosociaux que nous avons pu relever dans la phase de confinement du printemps, puisque nous avons organisé également l'ensemble des modalités du maintien du contact entre la collectivité et ses agents placés en télétravail. Et donc, je ne peux aller que dans votre sens pour souligner la qualité du travail de l'ensemble de la collectivité, ceux qui restent mobilisés et qui ont accepté des mesures sanitaires renforcées dans l'organisation de leur travail et ceux pour qui nous avons pu organiser le télétravail. La deuxième partie de votre intervention concernait les questions que vous posez sur l'organisation et la réponse faite à nombre de nos commerces qui ont été très malheureusement placés en fermeture administrative. Nous avons dans cette enceinte, pour certains, il y a encore quelques mois, souvent appelé à plus de rapprochement avec Morlaix Communauté, pour d'autres, rappeler les responsabilités de l'intercommunalité. Lundi, nous avons annoncé un certain nombre de mesures qui étaient travaillées au cours du conseil communautaire et nous avons même affiché des montants qui sont dans le contexte de bonnes nouvelles pour la sortie du confinement. 300 000 € de la collectivité pour mener une opération qui amènera à doubler le montant de chèques au Finistère qui seront ouverts sur les commerces de Morlaix Communauté. Et sur les commerces de Morlaix Communauté, le centre-ville de Morlaix, la ville de Morlaix, occupe une place toute particulière. Donc c'est une bonne nouvelle. Et je l'espère, comme l'a dit le Premier ministre ce soir, que les 15 jours qui viennent permettront une amélioration notable des indicateurs sanitaires pour qu'à l'ouverture, nous soyons en possibilité d'avoir un effet réellement, pas seulement d'accompagnement, mais un effet de boostage de la consommation dans nos commerces locaux. Et c'est donc avec la CCI de Morlaix, c'est donc avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Morlaix que nous peaufinons ces dispositifs. Et nous sommes à l'heure actuelle dans une deuxième phase qui consiste à associer à l'effort de l'intercommunalité un effort financier également des communes pour avoir cet effet particulièrement fort de reprise de l'activité. Un certain nombre de nos commerces se sont d'ores et déjà organisés pour maintenir une activité au cours de ce confinement. C'est, comme vous le disiez, ce que d'aucuns appellent le click and collect, et j'adhère à votre respect de notre langue française en l'appelant tout simplement le commander emporter. Et nous avons immédiatement, en lien avec l'association des commerçants
avec qui nous sommes en contact très rapproché depuis le début de ce confinement, recensé un certain nombre de commerces qui étaient encore ouverts et nous avons mis leurs coordonnées à disposition. Ce travail est qualifié d'imparfait. Certains d'entre nous ont même réagi sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, il se mène en parfaite concertation avec l'association des commerçants. Et là encore, nous ne pouvons que nous réjouir de ce travail en commun. Pour la création, alors c'est déjà un premier niveau de mise en lisibilité de l'offre qui s'est rapidement mise en œuvre sur le commandé emporté. Il y a aussi des solutions qui sont travaillées à l'heure actuelle, en ce moment même, de concert avec la CCI et la Chambre des métiers, avec qui j'étais encore mardi soir en réunion, pour développer une marketplace locale. Et nous avons décidé, au niveau de l'intercommunalité et au niveau de la commune dans les dispositifs auxquels elle est intéressée, que le Pass Commerce, qui est une aide financière pour développer soit son entreprise artisanale, soit son commerce, puisse être dédié au financement de la numérisation des stocks des commerçants et qu'une aide complémentaire de 30 000 € par collectivité puisse être mobilisée pour créer des marketplaces locales. L'échange que j'ai eu avec le président Chapalin de la CCI et les représentants élus de la Chambre des métiers cette semaine encore, nous font inscrire dans la durée ce travail, répondre rapidement. Les services de la ville se sont mobilisés, vous avez jugé cela imparfait, ça l'est très certainement, mais en tout cas c'est une première réponse. Mais les services de l'EPCI, qui a la compétence sur le développement économique, le sont de la même façon, dans des réponses individuelles quelquefois, mais également dans une disponibilité totale. Et cela n'a échappé ni aux représentants élus de la CCI, ni aux représentants de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc effectivement, l'action est perfectible, mais l'action est là et les décisions qui sont de nature à renforcer l'espoir d'une fin d'année qui puisse remettre un certain nombre de nos commerces à flot qui sont très durement impactés par ce deuxième confinement sont en cours. Elles se font en concertation pour la ville de Morlaix avec Morlaix Communauté. Les annonces ont été fortes lundi soir au sein du conseil de communauté, après que j'ai pu le midi même réunir les maires de la collectivité pour avoir l'accord de principe de mobilisation de 300 000 €. Et chaque jour, les liens se tissent pour répondre à des demandes de nos commerçants, mais également pour organiser, parce que nous sommes dans un contexte où les initiatives se prennent de toutes parts, et qu'un certain nombre d'acteurs, par le biais de leurs élus de la CCI et de la Chambre des métiers, ont fait part quelquefois que l'on rentrait dans une forme de, non pas de fouillis, mais de maquis qui devenait de plus en plus dense des différentes aides mobilisables. Que ce soit le prêt garanti par l'État, avec lequel certains de nos commerces et de nos entrepreneurs rencontrent des difficultés d'activation. Et nous sommes dans la semaine intervenus auprès de la sous-préfecture pour souligner au sous-préfet ces difficultés. Que par le biais que l'ensemble des aides soit souvent du prêt ou du report de charges qui ne sont pas toujours une aide sonnante et trébuchante immédiatement disponible pour nos entreprises. C'est pour cela qu'une nouvelle fois, avec le fonds Covid Résistance qui associe la Chambre, le Conseil régional de Bretagne et les EPCI, nous sommes en train de finaliser les décisions qui seront proposées bientôt aux différents organes délibérants pour créer des comités locaux du fonds Covid Résistance afin que les entreprises qui puissent accéder à ce fonds, elles soient déjà plus nombreuses en abaissant le seuil du nombre de salariés et le seuil de chiffre d'affaires. Et deux, qu'à l'issue
de la période de report de prêt avant que l'on puisse appeler les entreprises à remboursement, un comité local constitué d'élus du conseil régional, d'élus de l'EPCI et d'élus de la Banque des territoires associés à ce dispositif puisse évaluer, donc à l'issue de la période de report, l'état financier de l'entreprise concernée, commerce, artisans, PME, afin de pouvoir transformer tout ou partie du prêt en subvention. Là, je crois que nous nous sommes largement mobilisés ces 15 derniers jours pour apporter des solutions qui soient extrêmement concrètes. Alors je vous entends, effectivement, certains ont fait mieux, je le concède. En tout cas, l'ensemble des services, tant de la ville que de l'EPCI, sur laquelle vous avez régulièrement souligné la responsabilité en termes économiques et commerciaux, se sont largement mobilisés ces derniers jours pour apporter des réponses concrètes. Y a-t-il d'autres interventions ? J'ai à nouveau levé la main, mais ça ne se voit pas, manifestement. Non, ça se voit pas. Non, je suis désolé. Mais n'hésitez pas à prendre la parole pour nous signaler que vous voulez vous demander la parole. Ouais. Je ne vois pas la main levée, j'en suis désolé. D'accord. Merci pour ces explications et ces précisions. Une question complémentaire à ce que vous venez de développer. Avez-vous eu des contacts avec, d'une part, les banques et d'autre part, les assurances ? Puisque les commerces nous disent clairement qu'ils rencontrent assez régulièrement des difficultés avec les uns et avec les autres. Oui, alors sur le volet bancaire, nous avons eu des signalements de la Chambre des métiers mardi soir et dès hier, malgré le jour férié, j'interpellais le sous-préfet et nous organisons les remontées des cas extrêmement concrets pour que l'État puisse intervenir directement auprès des banques concernées, puisqu'elles sont le vecteur, le commercialisateur, c'est un peu ça quand même, du prêt garanti par l'État. Donc l'alerte mardi soir, intervention mercredi auprès du sous-préfet, et aujourd'hui j'ai demandé au service économie de la CCI, mais de Morlaix Communauté, de prendre attache auprès de la Chambre des métiers et de la CCI pour objectiver toutes les situations qui pourraient révéler un problème de mobilisation des dispositifs de l'État, et notamment particulièrement du PGE, en sachant clairement identifier quel est le réseau bancaire qui puisse rechigner à la bonne mise en œuvre du PGE. Ce dont nous avons convenu avec la Chambre des métiers mardi soir, c'est qu'en cas de difficulté de mise en œuvre du PGA, il y ait la possibilité de recourir très rapidement au fonds Covid résistance, qui a vraiment cet attrait désormais particulier, à terme de pouvoir être pour tout ou partie transformé en subvention selon la situation économique de l'entreprise concernée. Là, nous avons découvert que nous étions face à une autre difficulté qui a été relevée par les élus des artisans, dont un bon nombre sont commerçants, c'est qu'ils relèvent de plus en plus des situations psychologiques, de détresse psychologique chez bon nombre de nos commerçants, d'artisans, qui les bloquent dans l'accès à différents dispositifs. C'est souvent ce que l'on peut rencontrer également dans les processus de recherche d'emploi, et il y a un moment, un tel choc à encaisser que son entreprise ne puisse pas passer la crise, ne puisse pas perdurer, qu'on a vraiment identifié le besoin de créer une cellule d'appui individuelle. Et nous avons même parlé de pouvoir y adjoindre des ressources en termes de suivi, pas seulement matériel, pas seulement d'accès à des dispositifs, mais des dispositifs d'écoute et d'accompagnement de nos commerçants, de nos entrepreneurs, parce que là, on voit bien qu'avec le deuxième choc du confinement, il y a quelques situations où
où certains de nos entrepreneurs décrochent. Donc, identification en cours, des exemples cas par cas, des situations où une banque ne répondrait pas ou ne mettrait pas en œuvre les dispositifs de l'État, prioritairement le PGE. Nous avons eu quelques situations, nous les objectivons, le sous-préfet est prévenu, on identifie réseau bancaire par réseau bancaire sur des exemples très précis. Par contre, sur le travail avec les assurances, effectivement, votre remarque est judicieuse puisque nous n'avons pas exploré ce terrain-là encore à l'heure actuelle, mais que nous avons vu sur certaines décisions prises sur la première période de confinement que certains assureurs s'exonéraient des risques qu'ils couvraient sur le chiffre d'affaires perdu, et pourtant qu'ils couvraient de manière contractuelle avec un certain nombre d'entre eux. Donc j'ai effectivement noté ce point de progrès dans l'amélioration des dispositifs. Y a-t-il d'autres interventions sur cette question ? N'hésitez pas, alors si votre main levée, si je ne réagis pas, c'est parce que je ne la vois pas, n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous voulez intervenir. Personne ? Eh bien, merci. Nous allons passer à la délibération suivante puisque nous avons organisé les opérations de vote sur celle-là. De nouveau, une délibération sur l'acquisition de matériel de protection pour faire face à l'épidémie de Covid-19. C'est une autorisation de signature de convention. Nous avons saisi l'occasion par l'intermédiaire d'une commande groupée de masques de protection et de gel hydroalcoolique de nouveau compléter les besoins que nous avons pour la collectivité, mais également pour mettre à disposition des masques s'il s'avérait nécessaire de soutenir des associations caritatives, des services publics. Des masques ont été mis dès la rentrée à disposition dans les écoles au cas où certains de nos jeunes enfants se présentaient sans masque afin de les équiper. Et donc je vous propose une nouvelle fois, si les termes de la délibération vous agréent, de m'autoriser à signer la convention et ses éventuels avenants de commande groupée, et d'inscrire les crédits supplémentaires pour les achats qui vous sont désignés. 5 000 masques en tissu, 3 € pièce, et 20 000 masques chirurgicaux à 16 centimes d'euros. Nous avons vraiment essayé d'atteindre les prix que certaines grandes surfaces atteignaient, notamment sur les masques chirurgicaux, puisque dans un tour d'horizon local, nous en avons trouvé à 10 centimes d'euros dans une grande enseigne locale. Mais malheureusement, nous n'atteignons pas, même en nous regroupant au sein de l'intercommunalité, des volumes pour avoir un prix plus faible que les 16 centimes hors taxes que nous atteignons. C'est après de nombreux allers-retours et une négociation féroce que nous sommes arrivés à ce prix. S'il n'y a pas de demande de parole, c'est une délibération qui a été qui a fait l'objet d'un avis favorable à l'unanimité lors de la dernière commission des finances. Y a-t-il des abstentions pour l'adoption de cette délibération? Nous faisons le tour du chat et des différentes captations. Pas d'abstention. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition non plus. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer à la délibération suivante présentée par Laetitia Tosser. Allô, est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci Laetitia. Oh, alors excusez-moi, je me remets sur la page 8.
Alors en fait, il s'agit de la mise à disposition de bâtiments communaux avec donc l'autorisation de signature de convention par Monsieur le maire. En fait, considérant que dans le cadre en fait de soutien à la vie associative morlaisienne, nous devons faire le nécessaire pour mettre à disposition des associations des locaux municipaux, bien sûr en fonction de la nature de l'activité de ces associations. Et qu'il y a effectivement aussi une sécurisation juridique. Excusez-moi, j'ai un problème d'écran, je ne vois plus rien. Bon, je vais devoir le faire sans regarder, j'espère ne pas me tromper. Ah, c'est revenu, pardonnez-moi. Donc, considérant qu'il y a aussi une sécurisation juridique des relations entre les parties, suppose la signature de conventions préalablement à la mise à disposition des locaux. Compte tenu du calendrier municipal et afin de ne pas empêcher le déroulement des activités programmées par les associations, bon, évidemment en ce moment elles sont un petit peu empêchées, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer toute convention relative à la disposition des locaux municipaux. Si les termes de cette délibération leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de l'adopter. Et cette proposition, un avis favorable a été émis à l'unanimité. Et c'est une délibération que nous avions déjà connue lors du précédent mandat, et qui est reprise pour s'adapter au changement des équipes. Voilà, y a-t-il des demandes de commentaires? Vous avez évidemment cette convention d'occupation de locaux appartenant à la ville de Morlaix dans votre dossier du conseil municipal. Il n'y a visiblement pas de demande de parole. Je vais la soumettre à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Et cette délibération est adoptée. Alors, la délibération suivante, je suis désolé de vous décevoir, mais elle va devoir faire l'objet d'un retrait, puisqu'en effet, le 6 juin 2020, un nouveau décret est entré en vigueur relatif aux modalités de remboursement des frais de mission des agents. Et il était apparu un certain nombre, pas seulement nous, mais même à certains centres de gestion, il était apparu que le principe du forfait repas revalorisé à 17,50 € était remis en cause au profit d'un remboursement au réel des repas. Or, il s'avère, en ayant notamment suite à des questions posées lors de la dernière commission des finances, qu'en expertisant ce décret, il apparaît que deux choix s'offrent en fait dans le dernier décret, et que ces deux choix, ce sont soit un forfait, soit un remboursement au réel. Et que un certain nombre qui avaient fait l'appréciation qu'il n'y avait plus de choix possible, eh bien non, ce choix existait bien, et dès lors qu'un choix s'offre, je considère et nous considérons qu'il doit être discuté en comité technique. C'est bien le minimum du dialogue social. S'il n'y avait pas eu le choix, nous aurions appliqué la loi, mais le choix existe bien. Donc je me permets de renvoyer cette délibération à un prochain conseil municipal, mais avec un avis du comité technique. Voilà pour les explications. Donc nous reviendrons à cette actualisation. Par contre, nous pouvons avancer sur le remboursement de frais aux élus dans l'exercice de leurs fonctions et de leur droit à la formation. Et je passe la parole à Patrick Gambache. Excusez-moi, je n'entends plus rien, je n'ai plus de son. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous entendez là? Oui, c'est bon, merci. Donc du coup, je disais que
cette délibération a déjà été votée en partie au mois de février 2019. Il s'agit ici, de remettre à jour le tableau des frais kilométriques et qui reste inchangé, et le frais de repas et d'hébergement qui effectivement passe à un plafond à 17,50 €. La partie la plus intéressante étant bien entendu les nouvelles applications s'agissant du déplacement dans le cadre du droit à la formation. Donc les conditions de prise en charge sont les mêmes que celles précédemment décrites pour les frais de déplacement, mais aujourd'hui elles sont acceptées. Enfin, en application des nouvelles dispositions de l'article 2123-18-2 de décembre 2019, il y a maintenant la possibilité d'avoir des droits de remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile. Bien entendu, ces frais de garde ne peuvent être mis en œuvre que dans un cadre bien précis, donc il faut absolument être dans le cadre d'un conseil municipal, d'une commission dont la personne est membre, et une réunion d'assemblée délibérante et des bureaux des organisations. Donc, cette nouvelle disposition, si cette disposition vous adhère, pourrait être mise en place. Elle le sera à partir du 1er décembre 2020. Enfin, cette délibération a reçu un avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Je veux bien dire un mot là-dessus. On vous écoute. Merci beaucoup. Sur cette délibération, je me demandais quel type de communication vous aviez prévu à l'endroit des élus, et tout particulièrement des nouveaux élus, en matière de droit à la formation, puisque le droit à la formation est aussi d'une certaine façon un devoir de formation, puisque la mission de l'élu ne s'improvise pas et elle est souvent très technique malgré tout. Et je me demandais donc quel dispositif vous aviez prévu pour communiquer auprès des élus, de quelle formation ils pouvaient bénéficier, et notamment et tout simplement dans, par exemple, la relation et la répartition des rôles entre les élus et les services, ce qui éviterait quelques quiproquos parfois fâcheux. Merci de votre intervention. L'AMF fait un travail très précieux pour informer l'ensemble des élus des offres de formation, et nous avons régulièrement des offres sur l'ensemble de nos boîtes mail. Il est effectivement exact qu'un début de mandat demande à des formations spécifiques, notamment vis-à-vis des nouveaux élus. Et je crois que là, il revient au groupe opposition, majorité, d'organiser librement leur propre programme de formation. Et, comme vous le dites, pour éviter des quiproquos qui pourraient être fâcheux, mais qui quelquefois sont nécessaires à la vie démocratique et à découvrir et à mettre en œuvre de nouveaux modes de fonctionnement par rapport à d'autres. Nous, pour notre part, nous travaillons sur la définition d'un plan de formation qui nous amène dans la majorité à être des élus qui connaissent au mieux, j'allais dire parfaitement, ça n'existe pas, mais qui connaissent au mieux leur capacité d'intervention et le cadre légal dans lequel celui-ci peut se faire. Merci beaucoup. Simplement une petite précision, mais que vous avez peut-être vu passer. Au dernier bureau exécutif de l'AMF, dont fait partie François Deluga, qui s'occupe de la CNFPT, il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'appel à cotisation
pour les collectivités, parce que précisément il y a eu peu de formations en présentiel et donc un peu d'argent économisé, et cet argent a été immédiatement réinsufflé dans une absence d'appel à cotisation et collectivités. Donc c'est d'autant plus pour ça qu'il faut s'en emparer. Oui, vous avez raison de le souligner parce qu'en plus, nous parlons des commerces, nous parlons de nos entreprises, de nos artisans, et le confinement économique d'une bonne partie de notre économie a aussi un impact sur les finances des collectivités, et là de toutes les collectivités, des communes jusqu'à l'État, et que ces décisions prises sont toujours un appui véritable dans le maintien des équilibres économiques des uns et des autres. Ismaël. Oui, sur le sujet de la formation, nous avons eu une relation régulière là, depuis quelques mois avec l'UBO, et au-delà des formations nationales, il y a vraiment un intérêt aussi à se mettre en lien avec l'Université de Bretagne-Ouest, qui propose aussi un certain nombre d'intervenants locaux et sur des problématiques régionales, ce qui permet aussi de partager avec des élus qui ont un petit peu de recul sur nos problématiques de gestion. Mais c'est vrai que ce droit à la formation n'était pas non plus beaucoup utilisé lors du précédent mandat, puisqu'on a eu accès au nombre de formations qui ont été accomplies par les élus, notamment sur les 2 dernières années. Et c'est vraiment souhaitable pour que chaque élu soit plus à l'aise dans l'exercice de ses fonctions qu'on l'utilise, d'autant que depuis le changement, il y a eu un changement du cadre législatif et du cadre de financement de la formation qui permet que si les formations sont demandées un certain nombre de mois à l'avance, elles ne soient pas imputables sur le budget de la collectivité, mais sur le budget d'un compte de formation. Et il y a la possibilité aussi pour les élus, sur la fin de mandat, s'ils n'ont pas consommé leur droit à la formation, de faire une formation plus longue qui leur permet ensuite de récupérer, en tout cas de valider des compétences et peut-être de travailler leur parcours professionnel, parce qu'on est là sur l'enjeu du statut de l'élu qui est encore incomplet. Il y a cet aspect-là de formation qui s'est amélioré, donc on encourage évidemment tous les élus et de la majorité et de l'opposition à s'en saisir. Et donc c'est Patrick Gambache, en tant que conseiller délégué au personnel, qui travaille particulièrement ce sujet. Oui, je me permets de conclure en disant qu'on est en train de travailler à mettre en place un certain nombre de modules de formation, à la fois à distance, parce que le confinement nous oblige aussi à avoir des soucis pour pouvoir se rendre en formation. Et on a un premier module qui commence début décembre pour les adjoints, donc sur les grandes questions qui traversent en fait une mairie. Voilà. Merci de vos interventions. Je ne vois plus de demande d'intervention. Nous allons pouvoir passer au vote de cette délibération. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas, merci. Y a-t-il des oppositions? De la même façon, il n'y en a pas. Nous allons pouvoir poursuivre avec le tableau des effectifs. Patrick Gambache. Tableau des effectifs, 3 points. Premier point, le passage de 90 à 100% d'un poste à l'économat, donc dû à un surcroît de travail. Il y a un problème de son, Patrick. Ah, on m'entend pas? Là, c'est bon. Alors, il faut peut-être que je recommence? Oui, reprenons. Alors, premier point, donc, nous allons passer
un poste d'entretien titulaire de 90 à 100%. Il va donc falloir créer un poste à 100% pour ce faire. Ça sera le premier élément de cette délibération. Pardon. Le deuxième élément, dans le cadre de la mise à jour en fait, du tableau des mouvements au sein de la collectivité et de la mise en stage d'agents, nous avons désormais affecté un agent au service économa qui va pouvoir permettre de faire ses suppléances et ses remplacements. Et nous avons également relevé quatre agents. Alors je vous explique qu'en fait ces agents existaient et travaillaient déjà au sein des postes. Ils étaient en CDD depuis de nombreuses années et donc nous avons décidé de les titulariser. Voilà. Donc certains étant en CDD depuis plus de 7 ans. Donc ces 4 postes-là seront pérennisés. Et enfin, le dernier point, dans le cadre de l'ouverture de la plateforme culturelle, la virgule, il nous faut recruter et donc créer 2 postes. Un poste de médiateur culturel et un poste d'agent d'accueil. Voilà, donc vous avez la définition de poste dans vos tablettes. Donc voilà, si les termes de cette délibération vous agréent, il vous est proposé de bien vouloir adopter. C'est pareil, la Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 4 novembre 2020, a émis un avis favorable. Vous avez des questions? Délibérations qui reviennent régulièrement dès qu'il y a des modifications de quantité de temps de travail, des créations de postes pour ce cas-là. S'il n'y a pas d'intervention, on a l'impression d'entendre une télé quelque part en toile de fond. Si vous pouviez être vigilant à fermer vos micros quand vous ne demandez pas la parole. Et voilà, on n'entend plus la télé. Merci. Alors, je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Non. Y a-t-il des oppositions? Non plus. Je vous remercie pour son adoption. Nous continuons avec l'autorisation de recours au service civique. Alors, vous connaissez tous, je pense, le système du service civique qui s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui permet d'ouvrir des périodes de 6 à 12 mois. Pardon. Nous souhaitons, la commune souhaite, la collectivité souhaite devenir une structure d'accueil pour les volontaires du service civique. Et donc, dès lors, il faut mettre en place un dispositif. Les termes de la délibération consistent à permettre au maire de demander l'agrément nécessaire à la direction départementale et interministérielle chargée de l'accueil social, de signer les contrats, d'approuver la formalisation des missions et de donner son accord de principe à l'accueil de jeunes du service civique et volontaire avec un démarrage dès que possible après l'agrément. Donc, si ces termes de cette délibération vous conviennent, je propose de la voter. Pareil, la Commission des affaires générales s'était prononcée à l'unanimité sur cette question. Et autant dans un autre contexte, nous aurions pu certes nous féliciter de cette ouverture au service civique, hein, mais nous sommes aussi à l'aune de difficultés majeures pour notre jeunesse en termes d'intégration dans le monde professionnel. Un certain nombre d'associations locales sont d'ores et déjà mobilisées autour du service civique, le RESAM, le centre social Caridas également, hein, qui doit en avoir 6 ou 7 à l'heure actuelle, qui ont été reçus dernièrement à la mairie. Hein. Il faut envisager, certes,
comme une mission de service public, ce service public, mais aussi comme une étape sur le chemin de l'insertion, et nous travaillerons avec les acteurs associatifs, mais également avec les projets des jeunes pour que la période de service civique serve aussi à des compléments de compétences, des compléments de formation, pour qu'à l'issue de ce service civique qui pourrait intéresser un jeune homme ou une jeune femme sur notre territoire, la situation se soit très favorablement orientée à l'issue de celui-ci, si ce n'est en situation d'emploi, à la sortie, au moins en ayant défini et accompagné les étapes nécessaires à la stabilisation de situations professionnelles et sociales. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je la soumets donc à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. Le plan de formation 2020. Toujours Patrick Gambache. Le plan de formation 2020. Alors déjà, ce plan est présenté très tardivement. Il a été approuvé en comité technique le 25 septembre 2020. Donc c'est très tard et on espère que l'année prochaine, on pourra présenter un plan de formation plus tôt dans l'année pour pouvoir le mettre à discussion. Là, à ce moment de l'année, en fait, on est surtout à constater à la fois le nombre de formations qui ont été faites. Donc aujourd'hui, 395 formations ont été réalisées, hors inscription et préparation au concours. Un certain nombre de ces formations n'ont pas vraiment lieu puisqu'il y a eu la période de Covid et de confinement, pardon. Donc on a à peu près 20% sur la totalité des formations qui étaient prévues qui n'ont pas pu avoir lieu aujourd'hui. Voilà, mais l'ensemble montre que les autres formations se sont déroulées correctement. Voilà, je pense que le plan de formation est assez important et traduit un petit peu de dynamique dans lequel nous sommes de formation, en tout cas pour les municipalités. Et vous avez bien entendu le projet de formation qui est annexé avec l'ensemble des formations qui ont été présentées. Donc si les termes de cette délibération vous agrègent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de l'adopter. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, merci. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus, merci. Nous continuons avec une rétrocession par la SAFER d'un terrain agricole. Jérôme Plouzen. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, la SAFER, donc la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, a pour mission l'aménagement du territoire en faveur de l'agriculture, du développement rural et de la préservation de l'environnement. Par cela, conformément à la convention de surveillance, une veille opérationnelle du marché foncier rural et de constitution de réserves foncières signée entre Morlaix Communauté et la SAFER Bretagne. La SAFER Bretagne nous transmet régulièrement à la commune de Morlaix un état récapitulatif des notions de vente sur son territoire. En l'occurrence, là, il s'agit d'un ensemble de terrains agricoles, d'une parcelle en particulier, qui appartient à M. Jean-Xavier Decotin du Poiriou et est exploité actuellement par M. et Mme Jean-Luc Lebert, agriculteurs domiciliés à Kerdanoth à Morlaix. Donc là, il s'agit d'une rétrocession qui a été faite qui va nous permettre de préserver le caractère agricole en fait, de la parcelle. Le période située et on peut son état. Donc, considérant que la parcelle se situe en zone A au plan local de l'urbanisme et que cette activité par voie de préemption permettra de préserver et de préserver la caractère agricole de cette parcelle, vous pouvez l'avoir, je pense,
on peut changer la page. Elle doit être à la suite. Et donc, il nous est proposé d'acquérir ce terrain aux conditions qui ont été affichées à l'écran, soit 3 205,02 € et des frais d'acte à 500 €, ce qui nous permettra de préserver la vocation de ce terrain agricole utilisé par un agriculteur. Parfaitement cela. Y a-t-il des demandes complémentaires? Il n'y en a pas. Je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Non plus. Cession d'un immeuble à usage d'habitation. Jérôme Plouzel à nouveau. Donc, un immeuble d'habitation à Plougonvin. Il s'agit là, en fait, d'une partie du legs de mariage. Une demande de l'avis des domaines a été faite sur cette cession d'immeuble. Il s'avère que ceci nous avait donné un prix de 130 000 €. À la base, l'immeuble devait être vendu 115 000 € et qu'il a été vendu donc 127 000 € net vendeur, en cohérence parfaite donc avec l'avis du domaine obligatoire lors de cette vente. Donc, si les termes de cette délibération leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de donner leur accord sur la cession de l'immeuble subdivisé aux conditions ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint au maire à signer les compromis de vente, actes de cession ainsi que tous les documents qui s'y rapportent. Et nous pouvons encore partager ensemble une pensée pour Madame Angèle Mariage et sa donation à la ville de Morlaix. Qui a permis de financer une bonne partie de la plateforme culturelle rue de Paris, dénommée désormais La Virgule. Je veux bien dire un mot, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. On vous entend. Oui, c'est une délibération importante pour la raison que vous venez de souligner, puisque la ville de Morlaix a bénéficié d'un legs, celui de Madame Mariage, qui n'était pas anodin, puisque c'était quasiment 1 million d'euros, qui comprenait cette propriété et qui comprenait une autre maison d'ailleurs, à Caen, que nous avions vendue, et qui était conditionnée par le fait de consacrer l'argent à un équipement culturel. Donc ma question est la suivante: de quelle façon avez-vous l'intention d'honorer cette mémoire? Alors évidemment, de le faire en conseil municipal, c'est intéressant, utile et la moindre des choses, mais de quelle façon ensuite associerez-vous le fonctionnement de l'équipement culturel et la mémoire de Madame Mariage? Oui, effectivement, vous soulignez, nous l'avons souligné, c'est un don qui avoisinait le million d'euros. Et là, il s'agit du deuxième bien immobilier de la succession qui nous permet de bénéficier ce soir, dans le futur, de 127 000 € complémentaires à ce qui a pu déjà être donné à la ville. Nous avons un certain nombre d'écrits d'Angèle Mariage dans la donation qui nous a été faite, et il est d'ores et déjà prévu d'organiser au sein de la Virgule, rue de Paris, une exposition en l'honneur de cette donatrice qui a permis le financement d'une très grande partie de cet équipement. Et c'est la première étape de l'hommage que nous lui rendrons, non pas seulement en conseil municipal, mais également sur le site que sa donation a permis de financer. Elle sera donc à découvrir à la Virgule, rue de Paris. S'il n'y a pas... Oui, merci pour cette réponse. Il y a également, je vous le souligne au passage, une collection absolument formidable qu'il faudrait peut-être évaluer d'ailleurs, non pas d'un point de vue argent, mais d'un point de vue intérêt, mais une collection formidable de diapositives, puisque c'était une grande voyageuse. Et il y a des milliers de diapositives de ces voyages, et notamment, par exemple, dans des pays qu'elle a pu visiter dans les années 60.
et qui depuis ont bien changé. Et il y a un vrai intérêt ethnographique d'une certaine façon dans cette collection qu'il faudrait protéger, évaluer et valoriser. Oui, il y a un travail en cours qui est mené par l'archiviste municipal pour évaluer l'ensemble des diapositives, hein, et pour voir quelle pourrait être l'utilisation de celles-ci. Le fond est riche. Hein, il y a ce travail à mener pour en connaître l'étendue. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets cette délibération, donc session, hein, et l'ensemble des documents administratifs y afférents de cette maison à Plougonvin. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Merci. Et nous continuons avec l'acquisition d'un terrain à Quéranroux, Monsieur Plouzen. Il s'agit d'un terrain qui appartient à Monsieur Jean-Xavier de Costin de Boiriou et qui, en date du 26 mai 2020, nous a demandé de pouvoir réaliser sa propriété afin de sécuriser l'accès à l'école privée Notre-Dame de Poujan dans le cadre des travaux d'aménagement du carrefour, sécurisé à l'école à l'intersection de la rue de Perdrix et de la rue de la Maison de Paille. Considérant que cette proposition est conditionnée à la cession à titre gratuit du foncier, concerné par les travaux, et que l'accord de M. Jean-Xavier de Costin de Boiriou en date du 11 juin 2020, considérant que 4 géomètres et les frais de sont à la charge de la ville de Morlaix. Si les termes de délibération leur agrée, il est possible au membre de l'Assemblée de donner leur accord sur l'acquisition de ce terrain aux conditions ci-dessus et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint à signer le compromis d'acte de vente ainsi que tous les documents qui s'y rapportent. À noter également que cette commission a fait l'objet d'un avis favorable à l'unanimité pendant la commission des affaires générales et financières. M. le maire. Merci. Oui, là aussi, une opération qui nous permet d'avoir sécurisé un aménagement urbain à Ploujan, grâce à l'accord, et je l'en remercie, que nous avons pu le trouver avec notre concitoyen Jean-Xavier de Costin du Boiriou. S'il n'y a pas d'intervention sur ce sujet, je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Non plus. Je vous remercie et nous continuons par l'acquisition d'une propriété. De nouveau, Monsieur Plouzen. Il s'agit d'une propriété au 5 impasse de Kermaoutou, c'est dans le secteur de Poujan. Voilà, c'est une propriété en fait qui va venir compléter les acquisitions qui ont déjà été faites par la ville, considérant que les orientations d'aménagement, de programmation sectorielle, les OAP du PLUIH précisent que la programmation souhaitée pour la réalisation des aménagements en identifiant à l'échelle de la commune des secteurs prioritaires d'urbanisation à court terme et de secteurs secondaires d'urbanisation à moyen ou long terme. Cette acquisition va permettre de pouvoir concrétiser en fait un ensemble de fonciers sur la commune de Poujan. Vous pourrez le voir sur la page suivante qui va vous montrer l'étendue des parcelles déjà acquises par la ville. Elles sont en jaune si mes souvenirs sont bons. Donc cette parcelle, alors il faudrait pouvoir tourner l'écran, monsieur le maire, si c'est possible. Je ne suis pas sûr que nous dominions si bien les outils de Mégalis pour vous tourner la page du plan. Je crois qu'il va falloir nous satisfaire de cette présentation. Voilà, en fait, c'est juste pour vous dire, si vous voyez la toute partie qui se trouve en jaune de votre écran, donc la plus petite parcelle jaune sur le milieu de la page en bas, vous en avez une autre qui est juste au-dessus, c'est cette parcelle-là dont on parle, c'est la parcelle surnommée. Et cette propriété, elle est riveraine en fait de l'entité foncière communale qui représente 3,8 hectares. Et la particularité de cette parcelle-là, c'est qu'elle nous ouvre véritablement l'accès à ces parcelles.
Voilà, Merci donc, Monsieur Plouzen. Pour les personnes qui veulent zoomer sur le plan, vous cliquez dessus et il apparaît au centre de votre transmission vidéo pour avoir une vision plus juste pour ceux qui n'auraient pas leur dossier de conseil sous les yeux. Et en recliquant... Oui. Pardon, non, c'était juste pour conclure. Oui. Donc, les vendeurs ont donné le rapport le 1er octobre 2020 à la proposition de prix de 40 000 €. Donc, aussi destiné à la possibilité de récolter des légumes et des du potager sur la propriété. Donc, c'est un peu une histoire de carottes, mais on leur a permis pour l'instant de garder la jouissance en fait de leur potager jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le potager. Et considérant donc que les frais notariés sont à la charge de la ville de Morlaix, donc si les termes de cette délibération leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de donner leur accord sur l'acquisition de la propriété proposition ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint au maire à signer le compromis de l'acte de vente et de tous les documents qui s'y rapportent et d'inscrire les crédits correspondants au budget 2021. Voilà. Merci Jérôme. Y a-t-il des demandes d'intervention et je crois que nous pouvons concéder effectivement au dernier mois de potager pour les vendeurs. C'est une sage décision qu'il n'y ait pas de perte dans la production de ce potager. S'il n'y a pas d'intervention, je soumets cette délibération à votre vote. Qu'y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Nous pouvons continuer avec le fonds d'intervention pour l'habitat. Oui, alors il s'agit de l'attribution de subvention dans le cadre du fonds d'intervention de l'habitat. Donc il y a 3 demandes. Elles sont situées sur le feuillet que vous avez aussi dessous. Donc il s'agit de demandes au nom de Madame Guénola Choquer, de Monsieur Antoine Creff et de Madame Laure-Lise Choquer pour des travaux soit de remplacement de menuiserie ou de ravalement de façade ou de remplacement de fenêtres pour un total de subvention de 4 911 € et 68 centimes. Mon micro est ouvert, c'est bon. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Fonds de modernisation des enseignes et façades commerciales. La suite, mais celle-là s'adresse notamment donc, aux enseignes et au commerce. Là, il n'y a qu'une seule subvention. Donc, elle est pour le restaurant Andelvad dans la rue de Paris pour un ravalement de façade du commerce. Un total de 73 €. Donc, à noter aussi que la commission des affaires générales et financières de la présidence a donné un avis favorable à l'unanimité. Je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des oppositions? Oui. Oui. Pardon. Alors, nous sommes sur le vote de la délibération. Vous voulez intervenir sur la délibération? Oui, sur la délibération. Oui, je vous écoute. Sur les 2 dernières délibérations, évidemment, nous ne pouvons que voter ces 2 délibérations et se satisfaire de ce que vous ayez poursuivi un dispositif que nous avions mis en place et qui a trouvé son public et qui contribue indirectement, mais finalement assez directement, à une aide financière à la fois au commerce et également aux habitants qui réinvestissent le centre-ville et qui souhaitent donc respecter les préconisations de l'ABF, mais parfois c'est un surcoût. Et c'est pour cette raison que nous avions mis en place ce dispositif. Donc, merci de continuer dans ce sens. Mais je ne vous entends plus. Ah, j'avais oublié de remettre le vote. Je reprends donc les opérations de vote. Il n'y avait pas d'abstention. Y a-t-il des oppositions?
Il n'y en a pas non plus. Cette délibération est adoptée. Je vous remercie. Chers collègues, j'espère que nous nous retrouverons rapidement pour le prochain conseil municipal dans la salle du conseil. Et que nous aurons, je l'espère, laissé derrière nous ce deuxième épisode du confinement et que dans toute la mesure du possible, nous aurons pu reprendre une vie, si ce n'est normale, au moins classique, et que au-delà de notre économie, de nos commerces, les situations sociales de bon nombre de nos concitoyens ne se sera pas trop dégradé. Nous avons quelques indicateurs inquiétants puisque le complément de fonds d'aide sociale que nous avions voté pour le CCAS se consomme. Et le rapport qui a été émis aujourd'hui par le Secours catholique fait remonter la dégradation de bon nombre de situations sociales et financières de nos concitoyens. Donc nous aurons encore dans les jours, dans les semaines, les mois qui viennent à œuvrer de concert pour rétablir des situations économiques et pour rétablir des situations sociales. Chers collègues, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.